Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est Pierre-Étienne Bourget, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation intitulée Faire face à l'effondrement avec préparation, première de 5 parties. Donc, dans les prochaines minutes, je vous propose de couvrir les points suivants. Quel est un calendrier raisonnable et prévisible concernant l'effondrement global à venir? Je vais vous proposer ma définition de ce qu'est l'effondrement, de sorte que l'on sache de quoi on parle, ainsi que ma définition de la survie pour aussi ici savoir de quoi on va parler. Et nous allons ensuite voir quelques faits saillants de l'effondrement en cours, nous laissant présager de la suite. Donc, qui je suis et pourquoi je vous parle d'effondrement? La question se pose, n'est-ce pas? Donc, depuis mon adolescence, j'ai compris que le système actuel de fonctionnement du monde allait à sa ruine. Je me suis donc préparé et formé activement à la survie et à l'autonomie, tant au niveau moderne qu'ancestral. J'ai été fondamentalement influencé par deux mentors qui m'ont énormément appris, donc via leurs enseignements directs ou ceux de leurs associés ou élèves. Et il s'agit ici de personnes totalement hors normes à beaucoup d'égards. Le premier, c'est le lieutenant-colonel Bo Gritz, qui est l'officier des forces spéciales de la guerre du Vietnam le plus décoré de l'histoire des États-Unis. Donc, je le dis et je l'écris, je demeure toutefois sans association avec ses propos ou opinions personnelles qui, à certains égards, peuvent avoir été tout à fait controversées et particulières. Mais lieutenant-colonel Bo Gritz, je lui dois beaucoup en termes de reconnaissance, de développement d'aptitudes, des aptitudes qui, sans lui, j'aurais eu beaucoup de difficultés à développer parce que la communication à ce sujet est presque inexistante. Et le deuxième personnage, c'est Monsieur Tom Brown Jr., donc qui est l'expert de renommée internationale concernant la survie ancestrale et la préparation au chaos planétaire à venir. Consultant pour l'armée, mais aussi formateur de l'élite des forces spéciales américaines, qui est ici aussi un personnage tout à fait hors norme. Ici encore, je demeure aussi sans association avec ses propos ou opinions personnelles. Donc, j'ai aussi étudié en plus du ninjutsu, du systema et du mixed martial art, le self-defense training system avec Damien Ross, qui est un système de protection personnelle qui a été enseigné aux militaires jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale avec l'idée de leur permettre de réellement survivre lorsque c'est pas une blague. On va dire ça comme ça, OK? Et j'ai poursuivi ma formation avec des policiers, des militaires, gardes du corps et autres spécialistes de la survie. Ceci étant dit, il est donc très clair et tout à fait assumé pour moi que ma vision de la suite des événements de notre humanité est basée sur la connaissance de la nature humaine en temps de crise, qui est différente. C'est une connaissance différente de connaître la nature humaine lorsque tout va bien, tout le monde a sa médoc, tout le monde a sa petite drogue, tout le monde a son petit argent, tout le monde a son petit confort, tout le monde a sa petite télévision, iPod, iPhone, iGugus. Tout va bien, tout baigne, les épiceries sont remplies de nourriture, d'eau, l'électricité fonctionne, le pétrole coule à flot. Ça, c'est une connaissance. La connaissance de l'humain lorsque cela n'est plus, ça, c'est une connaissance que, apparemment, étrangement, peu de gens semblent avoir. Eh bien, pour des raisons diverses, c'est quelque chose que j'ai développé en termes de reconnaissance et je la prends en compte. Voilà, ma vision de la suite des événements de notre humanité, elle est aussi basée sur la fragilité actuelle des modes de vie déconnectés de la nature. Parce que cette fois-ci, quand on va retomber, ça va pas être comme, par exemple, retomber dans les années 30, 1930, par exemple, où il y avait à peu près, tout au moins en Amérique du Nord, globalement parlant, à peu près la moitié des gens qui vivaient encore dans les campagnes dans une forme très avancée d'autarcie. C'est plus le cas maintenant, d'accord? C'est aussi basé sur les réalités de la sécurité
qui ne sont pas communiqués à la télévision, dans les journaux ou à la radio en général. Donc, ça me permet d'entrevoir la suite différemment de ce avec quoi on lave le cerveau aux populations actuellement. Et aussi basé sur la reconnaissance de toutes les dernières études, ou de plusieurs, non pas de toutes de manière exhaustive, mais de plusieurs des dernières études, nous démontrant l'extrême fragilité actuelle des écosystèmes qui nous font pourtant vivre, desquels on a tendance à croire qu'on peut vivre en étant déconnecté, mais ce n'est pas vrai. C'est aussi basé sur l'inévitable effondrement des systèmes financiers interconnectés actuels et sur les solutions concrètes permettant de faire face à l'effondrement imminent. Parce que contrairement à tous ceux qui vont vous dire quelque chose comme « l'effondrement arrive à grands pas », je suis désolé pour vous, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire. Passez du bon temps d'ici là. Mon approche est tout autre. Et peut-être qu'on pourrait la verbaliser ou que je pourrais vous la dire ainsi. L'effondrement arrive à grands pas. Vous pouvez y faire quelque chose. Et c'est le temps de vous préparer. En quelques semaines ou quelques mois tout au plus, vous pouvez être dans le 1% des mieux préparés à y faire face. Vous pouvez être préparé à y faire face. Et par rapport à ça, c'est go, 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 go. Pas de temps à perdre. Utilisez votre crainte, le cas échéant, s'il y en a qui s'éveillent en dedans de vous, parce que elle est ici justifiée et elle est salvatrice. Utilisez-la, cette crainte, pour améliorer votre vie et pour développer l'autonomie qui va faire de vous un être humain encore plus solide, encore plus mature. Grosso modo, c'est ça mon discours. Et on va pouvoir aller dans les profondeurs de celui-ci et je vais pouvoir vous expliquer les diverses facettes de celui-ci dans les prochaines minutes et dans les prochaines vidéos. Donc, je mets en pratique ce que j'apprends en termes d'autonomie et de préparation au quotidien depuis des années. Je vis sur un domaine d'une 50aine d'hectares dans les montagnes Appalaches du Québec avec ma merveilleuse femme et nos 8 enfants. Donc, mon propos n'est pas déconnecté de la nature, n'est pas déconnecté non plus du mode de vie contemporain, n'est pas déconnecté de la responsabilité qui est la nôtre sur nos environnements ou sur notre famille, etc. Mon propos est un propos sensible, d'une réalité sensible que j'entrevois vivre comme vous, peut-être différemment de vous de par ma préparation, mais que j'entrevois vivre avec ces soubresauts, avec ces bouleversements, avec ces défis, etc. Donc, je vous partage ça parce que j'ai pas l'idée, moi, quand ça va se mettre à aller mal, de juste piouf, disparaître et tout laisser aller. J'ai des responsabilités sociales, familiales, amicales, etc. Donc, tout ceci est pris en compte dans mon raisonnement. Et je tiens à vous le dire parce que ce raisonnement qui est le mien, c'est un raisonnement sensible. C'est pas un raisonnement froid, pas uniquement froid. Il peut y avoir de la froideur dedans parce que c'est intéressant d'en avoir, mais c'est aussi un raisonnement qui est empreint de bonté. D'accord? Donc, je consacre ma vie depuis des années à communiquer ce que je synthétise de mes diverses expériences de vie pour que ça puisse aider ceux qui y résonnent. Et c'est mon intention actuellement, donc dans le fait de vous parler présentement, évidemment. Donc, passons maintenant au thème suivant qui est le calendrier de l'effondrement global. Sur quoi se baser? Comment pouvons-nous avoir une espèce d'échéancier de ce qui arrive? Je vous propose une piste de réflexion qui est celle-ci. Donc, il s'agit du graphique World Tree qui, qu'on dit graphique de Meadows, qui pour la première fois a été présenté en 1972 ou plus tard 1974 dans sa version première au Club de Rome. On voit dans le graphique prévision de l'étude de 1972. Il me semble avoir vu 1974 ailleurs, mais enfin, prenons 1972. Okay? Donc, ils ont pris les informations qu'ils avaient jusqu'à 1970, donc plus ou moins début 1900 à 1970. Concernant les ressources non renouvelables restantes, concernant la nourriture per capita par personne, concernant les services par personne, concernant ici en noir la courbe de population, la production industrielle per capita et la pollution globale.
Ils ont fait ça, ils ont produit ça au tout début des années 70. Et ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont continué entre 1970, 72, jusqu'en 2000 à compiler ce qui s'est réellement produit. Donc, dans la partie qu'on peut voir plus en gris ici, c'est là où il y avait déjà une prévision. Donc, la prévision d'alors, c'est tout ce qui était en pointillé. Et dans la section grise, ce qui est rajouté en trait foncé, c'est ce qui a été mesuré, effectivement mesuré durant cette période. Donc, ce qu'on pouvait voir, c'est que à partir des années plus ou moins 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, etc., plus ou moins en se dirigeant vers 2020, et à peu près tout commençait à décliner. Okay? Et la beauté de ce graphique, c'est que sur une période de 30 ans mesurée, il s'est avéré être globalement très juste. Okay? Certains m'ont déjà demandé quelle est l'échelle à gauche. Il n'y a pas qu'une échelle parce qu'il y a plusieurs éléments différents qui sont mesurés, mais pour chacun des éléments, donc vous avez une courbe en question laissant entrevoir est-ce qu'il y en a de plus en plus ou est-ce qu'il y en a de moins en moins. Okay? Donc, ce qu'on peut voir, c'est entre autres quelque chose d'intéressant. Nous, on se trouve à être à quelque part ici, là, à peu près plus ou moins là où j'ai le curseur, dépendamment. OK? 2018. Bon. Et là, ce qu'on voit d'intéressant, c'est que, évidemment, tel qu'on le sait, la courbe de la population monte encore, mais la courbe des ressources non renouvelables, incluant le pétrole, hein, évidemment, dans lesquelles est inclus le pétrole, c'est presque en chute libre. C'est fabuleux comme ça descend. Et dans cette population montante, il y a évidemment tous les pays qui voudraient avoir un mode de vie aussi dévastateur que les Occidentaux, américains, au sens d'Amérique. Et qui veulent exercer une pression encore plus forte sur les stocks de pétrole et les métaux rares, qui sont eux aussi en chute libre et desquels on a besoin, soit du temps passant, pour les énergies renouvelables, pour la technologie, ci et ça. Il y a même pas assez de métaux rares pour faire, pour produire. Là, on est à 1% de production planétaire découlant de ces énergies dites renouvelables environ. Et il y aurait pas assez de ces métaux rares pour monter à 3%. OK? Je sais pas jusqu'où on pourrait se monter précisément là, avec le stock restant, mais le stock restant, il s'en va comme ça. Donc, toutes les ressources s'en vont comme ça, la demande s'en va comme ça. Donc, ce qui est fabuleux, c'est que ça nous dit, grosso modo, hey, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, vous vous trouvez à être dans la période où tout va commencer à faire pioup. Par contre, ce qui n'était pas du tout prévu, parce que ça fait ne serait-ce que quelques années que les études scientifiques sortent et sont alarmantes au point où elles le sont, c'est les fabuleuses altérations des écosystèmes et des formes de vie sur la planète Terre. Je vais en reparler dans quelques instants. D'accord? Donc, ou dans une autre vidéo, je me souviens plus exactement de la suite de mon programme, mais je vais en reparler. OK? Et là, on se rend compte que on a saccagé, détruit les écosystèmes d'une manière fabuleuse. Ce qui n'était pas prévu, c'est l'interconnexion de tous les systèmes financiers de la planète. Ça a été fait en 1970. Internet n'existait pas. Les marchés boursiers n'étaient pas ce qu'ils sont. Vraiment, il y a tout plein d'éléments, incluant la fragilité humaine, qui n'avaient pas été entrevus là-dedans. Et ça, c'est un graphique où tout va bien, hein, tout décroît doucement. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de crash économique majeur. C'est juste dans le meilleur des cas, hein, en méconnaissant la destruction extrêmement avancée qu'on a eue sur les écosystèmes dans les dernières dizaines d'années, mais quand même qui s'est révélé dernièrement. Ça, c'est comme le cas de figure le plus fabuleux. Ce qui va se produire dans la réalité, c'est que ça va pas tout doucement et gentiment descendre comme ça. Non, ça va être faclang, beaucoup plus abrupt. Mais ce qu'on est à peu près certain, c'est qu'on est arrivé, et les autres informations d'études qui arrivent dernièrement nous le montrent aussi, on est arrivé à la période de déclin. Et cela va se mettre à descendre
rapidement pour la suite. Donc, c'est le graphique de Meadows, OK? En version World 3, c'est la troisième version où ils ont rajouté, donc divers paramètres à prendre en compte. Et voilà ce que cela nous laisse entrevoir pour la suite de manière imminente. D'accord? Donc, ma définition de l'effondrement, de quoi est-ce qu'on parle ici? Donc, c'est une situation planétaire, non pas juste donc de un État ou de deux États, mais c'est cet effondrement avec un E majuscule dont on parle ici, c'est une situation planétaire dans laquelle de plus en plus de pays deviennent inaptes. Donc, cela va affecter la planète, pas nécessairement du jour au lendemain, mais dans une cascade d'événements. Donc, ils vont devenir inaptes, les pays. Donc, soit simultanément pour certains d'entre eux ou pour beaucoup d'entre eux, ou soit rapidement ou progressivement. D'une manière ou d'une autre, c'est une situation qui va affecter la planète et où les pays vont devenir inaptes à assurer l'ordre social, l'hydratation, donc l'eau, l'alimentation, la santé, les soins de santé, qui sont plus à proprement parler des soins de maladie en temps normal, en tout cas dans nos sociétés. La sécurité. Non, il n'y a plus de numéro de sécurité. Ou si tu appelles au numéro de sécurité, il n'y a personne qui vient. Okay? L'éducation, on oublie ça. Le commerce et la mobilité de ses habitants, on oublie ça. Bref, ce qui était géré, supporté, encadré, maintenu, dicté par l'État, craplunk, plus ou moins effondré, okay? Plus ou moins rapidement, plus ou moins progressivement. Et c'est ça un état d'effondrement. Un pays effondré, c'est ça. Mais ce qui nous attend pour la suite, c'est une humanité effondrée ou une planète effondrée. D'accord? Et cela va pas être tout à fait mignon. Dans la rapidité avec laquelle cela va se produire, je ne puis le dire. Mais ce que j'affirme ici, c'est que cela se produira dans un avenir plus proche que lointain. Et alors, quand on fait 911 en Amérique ou je ne sais trop quel code d'urgence en Europe, il n'y a personne qui vient. Donc, il va falloir apprendre à s'en occuper. Ou quelque chose comme ça. D'accord? Maintenant, si on parle de la survie, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, je vous fournis une définition et vous voyez au moins ce que je veux dire lorsque je parle de survie. Et fondamentalement, si tu survis, tu continues à vivre. OK? Donc, la capacité à maintenir, à demeurer en vie. Okay? Survie. Mais pas juste demeurer en vie n'importe comment. Continuer à vivre en se comportant de manière morale. Hein? Si on abolit la moralité, cela n'est pas de la bonne survie. D'accord? Donc, quand je parle de survie, c'est aussi continuer à vivre en se comportant de manière morale. Continuer à vivre en demeurant un meilleur être humain. Continuer à vivre en demeurant relié à ce que j'appelle l'ordre de la nature ou le grand ordre de la vie, ce qui veut dire en conformité avec ce qui doit d'être dans notre nature humaine, en relation avec la nature de la nature, okay? L'ordre de la nature. C'est continuer à vivre en relation avec nos idéaux autant que possible. Il ne s'agit pas de les abandonner, mais de les adapter au contexte. C'est continuer à vivre en développant notre autonomie. Beaucoup tourné vers l'autonomie, la vision que j'ai de ça. C'est continuer à vivre et à prospérer sainement, dans la mesure où survivre est un prérequis pour prospérer. Mais l'idée, ce n'est pas uniquement de survivre, mais c'est de survivre assez pour utiliser toutes les opportunités qui s'offrent à nous de prospérer, parce qu'on est conçu pour prospérer. Donc, à mener plus loin, aller au-delà des besoins de base, mais à certains égards, de s'épanouir. C'est continuer à vivre en relation avec la règle d'or. Et la règle d'or dit quelque chose comme « Fais activement aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent activement et abstiens-toi de faire aux autres ce que tu voudrais pas qu'ils te fassent. Okay? » C'est aussi ça, survivre. Si on transgresse ça, on devient des sous-hommes et des sous-femmes, pour le dire ainsi. On devient en dessous de notre nature véritable. Bien que, dans notre comportement, pour survivre, encore faut-il s'adapter à nos environnements et ceci peut nous amener à répondre à l'environnement de manière particulière. À certains égards, de certaines manières où on n'y répondrait pas en temps normal. S'adapter. La règle d'or ne fait pas abstraction de l'adaptation. D'accord? Mais quand même, prends cela comme base. Donc maintenant, parlons de quelques faits saillants de l'effondrement en cours. Selon l'UICN, donc qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature en 2015, 23 250 espèces de plantes et d'animaux sont menacées d'extinction.
un chiffre sans doute sous-estimé, puisque moins de 3% des 1,9 million d'espèces répertoriées sur environ 10 millions d'espèces ont été évaluées pour la liste rouge de l'UICN. Donc, avec juste 3% d'éléments évalués, d'espèces évaluées, on est capable de dire qu'il y a quand même 23 250 espèces qui vont vraiment, vraiment mal. Donc, il y a 1,9 million d'espèces végétales et animales qui sont connues, c'est-à-dire décrétées nommées. Et selon les estimations, il en resterait 10 ou 100 millions à découvrir. C'est vaste un peu. Entre 10 et 100 millions. OK? Donc, juste dans ce qu'on sait, c'est presque une chute libre qui se produit. Donc, lors des 500 dernières années, l'activité humaine aurait été responsable de l'extinction de 834 espèces, ce qui est grand, okay? Parce que c'était des espèces qui en couvraient large, donc occupaient de larges espaces, assez pour être connues et reconnues et observées, etc. Il y en a 834 qui ont fait et là, il y en a 23 250 qui sont sur le point de disparaître. Et cela s'accélère et s'accélère encore. Donc, on dit que 25% des mammifères, 13% des oiseaux, 41% des amphibiens seront très fortement menacés d'extinction dans un futur proche. Ça veut dire, grosso modo, il y en a beaucoup qui sont en train de pas passer le cap. Et le nombre total d'espèces menacées a augmenté de 5 205 à 23 250 depuis 1996. On continue à ce rythme-là, ça va avoir l'air de quoi dans 10 ans, dans 20 ans. Okay? Et ça, c'est le nombre de 1996. On est quelques années plus tard que ça, n'est-ce pas? Donc, on pouvait lire dans Le Monde du 18 octobre 2017, publié par Stéphane Foucard, en 30 ans, près de 80% des insectes auraient disparu en Europe. 80% des insectes en 30 ans. Je ne sais pas si vous comprenez l'interaction entre les insectes et la pollinisation et ce qu'on mange, ce que les animaux mangent et toute la cascade qui est inclue là-dedans. C'est grave. Donc, ce déclin catastrophique est dû à l'intensification des pratiques agricoles et au recours aux pesticides. Il menace la chaîne alimentaire, évidemment. En moins de 3 décennies, les populations d'insectes ont probablement chuté de près de 80% en Europe. C'est ce que suggère une étude internationale publiée mercredi 18 octobre par la revue PLOS ONE, analysant des données de capture d'insectes réalisées depuis 1989 en Allemagne. Elle montre en outre que le déclin des abeilles domestiques, très médiatisé par le monde apicole, c'est parce qu'on aime leur miel, puis on l'utilise beaucoup donc pour la pollinisation des fruits qu'on utilise nous, n'est que la part émergée d'un problème bien plus vaste. Pouvons-nous lire? Nos résultats documentent un déclin dramatique des insectes volants, de 76% en moyenne jusqu'à 82% au milieu de l'été, dans les aires protégées allemandes, en seulement 27 ans, écrivent Caspar Hallmann de l'université Radboud, Pays-Bas, et ses co-auteurs. Cela excède considérablement le déclin quantitatif, estimé à 58% des vertébrés sauvages depuis 1970. Cela excède considérablement le déclin quantitatif, estimé à 58% des vertébrés sauvages depuis 1970. Il y a des phrases qui méritent d'être relues. Mais à ce rythme-là, on est où dans 10 ans? On est où dans 15 ans? Il faut entrevoir un peu. Okay? La disparition des sols arables. La nature, il faut le savoir, génère naturellement environ 10 cm de terre arable en 2000 ans. 10 cm, 2000 ans. Donc, détruire une très grande proportion de ces terres en 100 ans, plus ou moins 100 ans, c'est pas une bonne idée. Okay? Donc, c'est un problème plus grave encore que le réchauffement climatique, prévient Daniel Nahon, professeur de géosciences à l'université Paul Cézanne d'Aix-en-Provence. La qualité des sols agricoles se dégrade au point, selon certains experts, de mettre en cause la capacité à nourrir les humains. Les sols
s'érodent, se dégradent, perdent de leur fertilité, poursuit le chercheur. On considère à tort qu'ils vont produire éternellement, mais un jour prochain, on n'observera pas seulement une chute de la productivité, mais une non-production. Et le chiffre que je n'ai pas dans ma mémoire ici, fraîchement comme ça, est extraordinairement grand depuis plusieurs années concernant la quantité de terres qui sont abandonnées parce que ça fonctionne plus. C'est vide, c'est vidé, ça répond plus. Aux États-Unis, de nombreuses études analysent le problème. 10 millions d'hectares de terres arables sont détruits et abandonnés chaque année dans le monde à cause de pratiques agricoles non soutenables, décrit David Pimentel, professeur à l'université Cornell aux États-Unis et spécialiste des sols. D'abord, par année, 10 millions d'hectares de terres arables sont détruits et abandonnés. 0,5% des terres cultivables disparaissent tous les ans. Wow! Avec une population mondiale qui veut faire ça comme ça. Wow! L'équivalent d'un 5e du territoire français à toutes les années. À cause de l'érosion, près d'un tiers des terres arables sont devenues improductives. Ah! Je répète, à cause de l'érosion, près d'un tiers des terres arables sont devenues improductives. Et la plupart ont été abandonnées d'un point de vue agricole ces 40 dernières années, explique David Pimentel dans un article qui compte plus d'une centaine d'études et de rapports sur le sujet. Pas bon! Pas bon pour la suite. Plus un poisson d'ici 30 ans. Surpêche et désertification des océans. Si nous ne faisons rien avant le milieu du siècle, nous aurons vidé les océans de tous leurs poissons. Ce n'est pas une incantation d'écolo, mais le résultat d'une étude extrêmement sérieuse publiée dans la revue Science, donc de Bars, Worm and Al, Impact of Biodiversity, Loss on Ocean Ecosystem Systems. OK? Woo! D'ailleurs, 80% des stocks sont actuellement en limite d'exploitation. Ça, c'est une traduction. Ils ont dépassé les limites, là. Quand on lit ça, ça veut dire, ça c'est ce qu'on sait, ça veut dire que ça va méga mal. C'est comme une traduction, OK? D'ailleurs, 80% des stocks sont actuellement en limite d'exploitation, en cours d'effondrement ou déjà disparus. Pas bon! Or, pour un tiers de l'humanité, la mer constitue l'unique source de protéines animales. C'est donc bien un enjeu de survie qu'il s'agit. Un peu plus loin, on peut lire justement sur France Inter, tel que le lien est spécifié ici plus bas. Or, sans protéines, pas de vie. La prophétie de ces chercheurs, si elle venait à se concrétiser, c'est même pas une prophétie, je veux dire, c'est un état de fait. Tu sais. On n'essayera pas là, de changer ça, c'est ce qui est. Mais bon, enfin, pour l'instant, c'est catastrophique, c'est juste que l'idée, c'est que ça va le devenir encore plus. Donc, cette prophétie de ces chercheurs, si elle venait à se concrétiser, ferait basculer mécaniquement plus de 2 milliards d'hommes de l'insécurité alimentaire dans l'extrême précarité. Pas bon. OK? Pas bon. Pas bon du tout. Détresse humaine, problématique, mouvement de population, effondrement économique, manque de productivité, problème sur problème, maladie, okay? Affaiblissement du système immunitaire, foyers de maladies qui se répandent de plus en plus, possible pandémie, etc. Ça cause des problèmes, tout ça. Ça cause des gros problèmes. Donc, si vous voulez développer votre autonomie et activer votre préparation dès aujourd'hui, je vous invite à vous rendre sur le site internet suivant, c'est www.conscience.solution au pluriel /préparation. Vous devriez trouver un lien pas loin en dessous. Conscience.solution au pluriel /préparation. Vous allez pouvoir y découvrir les 21 secteurs d'une préparation solide et efficace. Et, je l'espère, débuter activement votre préparation face à ce qui arrive. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour la partie suivante de cette actuelle présentation. À tout de suite.